Donc, juste après Christelle, nous allons accueillir Cédric Gaucherel pour un exposé qui va se concentrer sur le temps et sa spirale. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs et organisatrices pour l'invitation. Merci au Collège de France également de nous accueillir dans ce lieu qui traverse le temps, si j'ose dire. Alors précisément, le temps, nous allons en parler. Laissez-moi vous proposer tout d'abord de regarder l'image du haut en introduction et illustration de ce que pourrait être le temps. Qui aurait cru en 1930 que Dubaï, un peu plus d'un demi-siècle après, ressemblerait à le Dubaï qu'on connaît actuellement? Voilà le genre de questions, je veux dire, très générales que soulève la prise de conscience de ce qu'est le temps, et notamment des processus qui sont derrière et qui nous le font conceptualiser. Alors c'est ce dont je vais essayer de vous parler brièvement, là, en quelques minutes, sur la base des processus qu'étudient les scientifiques dans le Rift. Et pour commencer, il faut rappeler que ce que je vais présenter s'appuie en partie sur l'article que nous avons rédigé avec différents collègues, Olivier Dauteuil et Marc Jolivet, pour le livre dont nous allons parler pendant ces 2 jours. Le plan de ma présentation est très simple. Je vais commencer par vous montrer, je dirais presque avec les mains, les perceptions que l'on se fait actuellement du temps. Puis nous viendrons progressivement aux questions plus scientifiques qui se tournent autour de cette notion et notamment des processus qui nous font concevoir le temps dont on parle, avec la proposition qu'on pourrait le voir comme une sorte de spirale. Et je terminerai par des prospectives sur les travaux qui sont actuellement menés dans le Rift et prochainement également dans un futur proche. Alors, commençons par quelques définitions, très brièvement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un processus? Alors, de façon simplifiée, on pourrait dire qu'il s'agit de tout mécanisme responsable d'un changement tangible. Mais même une définition aussi simple soulève des difficultés conceptuelles redoutables que j'aimerais vous faire ressentir avec la métaphore du bateau de Thésée, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent, que vous connaissez. Le bateau de Thésée était tellement célèbre qu'il était régulièrement entretenu bien après les aventures de Thésée, au point qu'un jour, après avoir remplacé toutes les planches de ce bateau, on réalise qu'il n'y avait plus aucun élément d'origine, ce qui soulève la question de l'identité au travers du temps. Était-ce toujours le bateau de Thésée que nous avions en face de nous, sachant qu'il n'y a plus aucun élément d'origine? Voilà. Le temps, c'est ça, c'est essayer de jouer conceptuellement avec une notion complexe et les processus sous-jacents. Les processus, malgré cette tentative de définition, sont quelque chose de compliqué, au point que la process philosophy, par exemple, est proposée que le monde qui nous entoure soit fait de processus, et de processus uniquement, et que les choses matérielles, tangibles, que l'on a en face de nous, cette table, moi, le Collège de France, ne soient que des entités matérielles stabilisées au fil du temps par certains processus. Tout est en changement, tout bouge, everything flows, il disait, mais occasionnellement ou momentanément, c'est figé. La compréhension scientifique, c'est ça, c'est aller chercher à comprendre les processus sous-jacents au monde qui nous entoure, à ce que l'on observe. Alors, ça c'est pour les processus, mais le temps, maintenant, qu'est-ce que le temps? Une question encore plus difficile, débattue depuis des siècles, depuis les textes fameux de Saint-Augustin et des synthèses plus récentes. Je ne remonte pas aux antiques. Et donc, plutôt que de vous donner une définition, je voulais commencer par quelques perceptions du temps qui, j'espère, vous interpelleront. Moi, elles m'ont interpellé. Vous m'en voudrez pas de commencer, d'ailleurs, par quelques exemples pris en dehors du Rift pour vous faire sentir ces choses. Alors, commençons avec un petit peu d'ethno-linguistique et ce peuple des Aymara, qui est un peuple précolombien à proximité du lac Titicaca, qui voit le temps comme s'écoulant derrière eux. C'est un peu
surprenant pour nous occidentaux, mais en fait ça se comprend tout à fait, hein, le présent et le passé qui est connu est devant eux, et le futur qui est inconnu est derrière eux. C'est amusant comme retournement de situation. Moi, ça m'avait bouleversé le jour où j'ai discuté de ça avec des ethnolinguistes. Toutefois, le temps ici est vu comme un écoulement, un déroulement relativement linéaire que j'ai matérialisé par cette petite flèche qu'on va retrouver régulièrement. Passons maintenant brièvement en ethnomathématiques. Au Vanuatu, ces îles du Pacifique, où il y a une tradition séculaire de dessin sur le sable, dont vous voyez ici des exemples, ce papillon, qui est censé décrire en partie l'origine du monde, le bébé Ure, qui a été récemment étudié par des mathématiciens, et notamment grâce à la théorie des graphes, un travail remarquable qui montre qu'il y a une certaine, pas une certaine, qu'il y a une véritable cyclicité ou circularité dans le dessin dans ces dessins, et qui traduisent justement une certaine conception du monde et notamment donc de la cosmogonie de ces Vanuatais, qui rappelle donc plutôt une conception cyclique du temps, vous voyez, assez complémentaire de la précédente. C'est le cas pour beaucoup d'autres mécanismes. Bien sûr, j'aime à citer Stephen Jay Gould, qui est un biologiste qui, quand il parlait de Léonard de Vinci, dans l'un de ses livres célèbres, par exemple, montrait que Léonard avait bien compris certains des mouvements géologiques. Il avait compris d'où venaient les coquillages de Saint-Jacques-de-Compostelle qu'on trouvait en altitude. Par contre, il l'avait compris notamment par analogie avec le cœur, dont on venait de découvrir la fonction de pompe dans le corps quelque temps avant. Par contre, paradoxalement pour nous, en tous les cas, il n'avait pas compris le cycle de l'eau à la surface de la Terre. Donc voilà, une certaine cyclicité également, là, que l'on retrouve dans les études scientifiques depuis des siècles, y compris même dans la fabrique de la science. Quand Thomas Kuhn propose qu'il y a que les théories scientifiques se succèdent avec des changements de paradigme réguliers, en tous les cas pour les théories scientifiques, même si c'est encore très discuté, hein, c'est une vision relativement cyclique ou en tous les cas régulière du temps et de la fabrique des connaissances. Alors venons-en progressivement à des mécanismes un peu mieux connus aujourd'hui, comme par exemple les dynamiques géologiques. On y retrouve en fait une combinaison de ces conceptions du temps relativement linéaires et cycliques, avec par exemple l'histoire de la Terre, qui a une origine, qui vient jusqu'à aujourd'hui, donc une sorte de linéarité, et malgré tout, grâce à la tectonique des plaques comprise il y a un siècle, des mouvements de la lithosphère entre des phases de subduction et de surrection qui montrent une certaine régularité, cyclicité. Alors c'est le cas également pour le vivant. Si l'on regarde l'évolution et ce que l'on en comprend, ce que l'on en connaît, depuis les origines de la vie jusqu'à aujourd'hui, on retrouve cette linéarité et on retrouve également de nombreuses cyclicités, je dirais, au travers des grandes extinctions, dont la 6e que nous vivons actuellement, et qui montre un renouvellement du matériel vivant régulier, à défaut d'être vraiment périodique. Enfin, il ne faut pas oublier, dans ce panorama vraiment avec les mains, hein, comme je le disais, les dynamiques sociales, puisque historiens et sociologues discutent depuis longtemps de la fabrication, la construction des sociétés, leur développement et le retour régulier de guerres et de révolutions, donc qui remodèlent un petit peu ce matériel social, si j'ose dire. On peut en citer évidemment des grands noms, dont par exemple les propositions les plus récentes, par exemple de Deleuze et Guattari sur les socius et les moteurs de la société au fil du temps sur le long terme, des propositions philosophiques remarquables, où on retrouve une conception à la fois cyclique du temps, mais également accidentelle, hein, une guerre, des événements localisés qui peuvent participer à cette conception que nous nous faisons du temps. Alors en fait, les Grecs avaient déjà tout compris, hein,
assez étonnant qu'ils aient déjà caractérisé le temps, tantôt de façon linéaire ou continue, selon les interprétations, même parfois masculines, hein, c'est Chronos, que nous connaissons bien, un temps plus régulier, parfois proposé ou évoqué de féminin, hein, c'est Aion, et puis le Kairos, qui est l'événement opportun en particulier, événementiel, accidentel, un événement. Et c'est la combinaison de ces trois que nous vivons régulièrement, que j'ai schématisé là très brièvement avec ces figures. Aujourd'hui, on parle plus communément de la flèche du temps ou d'événements catastrophiques, mais on voit qu'on retrouve ces conceptions du temps différenciées que j'essaie là d'illustrer. Alors, venons-en à la science d'aujourd'hui, si j'ose dire, très brièvement et en essayant de ne pas être trop technique. Actuellement, quand on étudie des processus qui se déroulent dans le temps, comment fait-on? Eh bien, on va procéder par observation, enregistrer des mesures, et ces mesures, on les place généralement sur ce qu'on appelle une série temporelle. Vous en voyez un exemple en bas, c'est-à-dire chacune des mesures faites, on les met bout à bout, le temps se déroule en X, et on a les valeurs de la variable mesurée en Y, et donc vous voyez ici une oscillation de cette variable. Pour comment caractériser ça, vous imaginez bien qu'il est facile d'aller en extraire la moyenne, ici en bleu, ou l'écart type, hein, la variation autour de la moyenne, en vert, qui sont les différents moments pour caractériser la distribution de ces valeurs. C'est une vision un peu linéaire du temps qui n'est pas la seule. Depuis notamment les travaux de Fourier, on sait qu'on peut adopter une vision plus circulaire en essayant d'extraire des informations plus fréquentielles, hein, l'inverse d'une période, dans ces séries temporelles. Prenez ici par exemple une variable qui caractériserait grossièrement le climat moyen de la planète sur le très long terme. Eh bien, on va y retrouver les différentes périodicités bien connues. Vous voyez les pics qui dépassent de ce que l'on appelle ce spectre en fréquence, la régularité au jour, à l'année, ainsi que plein d'autres, notamment les cycles astronomiques de Milankovitch à 100 et 400 000 ans. Donc c'est une autre vision du temps qui vient étayer cette compréhension des processus qui se révèle à nous. Alors, je vais dans des analyses légèrement plus compliquées, mais vous allez voir qu'ils sont faciles à comprendre. Si vous avez cette série temporelle et que vous voulez analyser cette série en temps et en fréquence, il a été mis au point, il y a une cinquantaine d'années ou un peu moins, des outils d'analyse temps-fréquence. Par exemple, les transformés en ondelettes, qui sont très simplement, il s'agit de comparer la série temporelle que vous avez ici en bleu en bas à une forme qu'on appelle une ondelette, que l'on va garder stable, mais que l'on va plus ou moins dilater. Et on va être sensible, quand elle sera très dilatée, aux grandes variations dans la série temporelle mesurée, et avec les petites variations, avec les petites ondelettes, on va être sensible aux petites variations. Ici, sur une série temporelle de débit enregistrée en Guyane française, on voit tout de suite apparaître la saison des pluies et la saison des étiages avec des débits très faibles. Alors, moi-même, à mes tout débuts, j'ai proposé un nouvel outil de type temps-fréquence qui vient calculer un certain type de régularité qu'on appelle cyclostationnarité, peu importe pour le terme technique, mais qui est très facile à comprendre, hein. Il s'agit là encore de transformer le temps dans l'espace pour analyser quelque chose. L'espace, ça va être cette image. Imaginez que vous ayez une série temporelle comme la précédente, vous la découpez régulièrement, une certaine période, et vous mettez les bouts que vous avez découpés côte à côte. Ça vous permet de reconstruire cette image-là. Vous allez avoir le temps en X, ici l'année, les variations intra-annuelles, vous voyez, 365 jours, et en Y, le temps à nouveau, mais la périodicité à laquelle vous avez découpé. Avec un tout petit peu d'habitude, on lit très facilement ce genre d'image, où vous voyez, ici ce sont également des débits, vous voyez en jaune apparaître à une certaine saison les crues annuelles, et en bleu les étiages, les basses eaux annuelles. On voit très facilement les variations intra- et interannuelles sur cette image.
Eh bien, du coup, proposons de regarder le temps avec toutes ses régularités, dans toute sa complexité. C'est ce que j'ai proposé en utilisant une spirale. Alors en plus, j'en ai apporté une pour vous la faire sentir plus que la faire deviner. Alors, quand on prend une spirale de ce genre et qu'on la regarde dans l'axe, eh bien, vous voyez, vous devinez facilement la cyclicité, hein, on a quelque chose de cyclique, mais si on la regarde différemment, vous allez deviner ici toute la linéarité entre le point bas et le point haut, ainsi que éventuellement des accidents que j'ai dessinés ici en noir au milieu. C'est très facile de le concevoir de cette manière-là. Au lieu de représenter le temps sous la forme d'une droite, on peut le voir comme une spirale. Alors, c'est une proposition conceptuelle. Elle n'est pas si nouvelle que ça, hein. Vous avez tous vu ces dessins où l'on représente l'histoire de la Terre ou de la vie sous la forme d'une spirale, ici, sur laquelle on peut positionner non seulement les événements, non seulement la linéarité du temps, mais également une certaine régularité dans, par exemple, les extinctions du vivant ou d'autres. Alors, je vais terminer ce tour d'horizon par un peu de prospection et des travaux très actuels qui sont actuellement menés dans le Rift. Je vous en montrerai ici une illustration et nous espérons bien continuer. C'est une erreur de représenter actuellement des systèmes aussi compliqués que le système Terre sous la forme d'un système purement physique et déterministe. On est plusieurs collègues à s'élever contre cette vision-là, assez déterministe que l'on devine, par exemple ici, dans des revues prestigieuses où on représente la Terre comme une sphère qui roule sur une surface dont on espère comprendre les variations. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec cette vision-là, même si elle peut être pertinente hein, dans certains cas. Et nous avons, avec ma petite équipe, conçu des modèles d'un nouveau genre qu'on appelle des modèles possibilistes, dont je résume ici très rapidement, hein, trop rapidement, la conception. Un modèle déterministe, ce serait un qui dirait à un état du système, que par exemple je modélise, un nouvel état suit, et c'est tout le temps le même. C'est le cas, par exemple, quand on utilise des modèles à base d'équations différentielles, qui sont déterministes. Les modèles stochastiques ou statistiques seront de nature probabiliste. À un état va correspondre plusieurs autres états, éventuellement quantifiés par des probabilités de transition. Un modèle possibiliste ne s'intéresse pas aux probabilités. Par contre, il s'assure de capturer, selon certaines conditions, tous les futurs possibles d'un état, donc de façon exhaustive, au fil de la dynamique des ou du processus modélisé. Alors je vous en montre une illustration très simple. Dans le cas d'un agrosystème du Rift, justement, nous sommes là au pied du volcan Meru, en Nord-Tanzanie, dans un projet avec des collaborateurs et collaboratrices en partie présentes dans cette amphi. Nous voulions étudier le socio-écosystème qui est au pied du volcan et questionner ce qui se passerait si ce volcan montrait une éruption. Eh bien, nous avons développé un modèle pour répondre à cette question. Et ce modèle possibiliste procède de la sorte, c'est simple. Nous listons les différentes variables, synthétiques hein, bien sûr, qu'accueille ce système, ainsi que leurs processus sous-jacents, leurs interactions. On résume ça sous la forme d'un réseau d'interactions, là qu'on pourrait appeler le squelette de l'écosystème. Et de ce squelette, on calcule des dynamiques à partir d'un état initial. Donc il faut regarder la partie droite de la diapositive. Eh bien ça n'est autre qu'une spirale, en fait. C'est-à-dire la dynamique du système que l'on peut lire de trois façons différentes. Donc je vous le détaille, mais pas trop, hein, juste pour capturer un petit peu l'idée. Premièrement, il se lit verticalement. Vous voyez, si vous suivez les flèches, alors j'ai oublié de préciser, chacune des pastilles, c'est un état ou un ensemble d'états du système modélisé. Et les flèches, ce sont des transitions entre ces états. Eh bien, vous voyez qu'on part des états initiaux qui sont de l'état initial du système qui est en haut, ou qui sont en haut s'il y en a plusieurs, on dégringole et on arrive dans les états du bas. Donc ça peut d'abord être lu de façon linéaire. Le rectangle rouge montre plutôt kairos, le temps accidentel, opportun, qui correspond sans doute à l'éruption du volcan. Donc c'est accidentel, on le voit ici.
Eh bien, il y a également des cycles de présent ici, parce que chacun des nœuds là, de ce graphe sont en fait un ensemble d'états dans lesquels le système va possiblement cycler. Vous le devinez ici à droite lorsque je zoome un petit peu. Ça n'est autre qu'une spirale, un peu plus alambiquée que celle-ci, mais qui est une spirale que nous essayons de capturer avec ces modèles. Alors, brièvement, oui, j'ai quasiment terminé. Je montre très brièvement un autre exemple pour ne pas croire que ce soit le seul cas que l'on traite dans le Rift. Ici, c'est un modèle théorique de domestication que nous avons développé avec le même outil avec des collègues montpelliérains, notamment Alouen Evin, archéologues, et où l'on voit de façon simplifiée comment les humains ont domestiqué plantes et animaux, et on retrouve à nouveau une spirale avec quelque chose qui se déroule verticalement, et dans chacune des bulles, si vous suivez les flèches, vous remarquez des dynamiques cycliques. Ce modèle vient juste d'être soumis. Donc voilà, je conclus avec le survol que je vous ai présenté. Tout d'abord, une perception un petit peu avec les mains de ce que pourrait être le temps. J'espère avoir stimulé un peu votre imagination avec des exemples un peu inhabituels. Nous avons vu ensuite comment les scientifiques manipulent ce temps au travers des processus qui sont mesurés, et j'ai proposé une spirale pour la représenter. Et on voit que ce ne sont pas que des conceptions abstraites. Nous utilisons ce genre de conception très au quotidien, je dirais, dans le Rift, lorsque nous modélisons des socio-écosystèmes, et j'espère lorsque nous le ferons à nouveau très bientôt. Je vous remercie.